L'herpès toucherait 12 millions de Français environ, bouche, organes génitaux, œil. Les localisations sont variées. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, Marie-Estelle Roux. Marie-Estelle, vous êtes dermatologue et notre témoin, Karine. Karine, vous avez gentiment accepté de venir témoigner, nous parler de votre expérience de l'herpès. Alors l'herpès, c'était quand la première fois? Vous étiez gamine quand vous en avez eu la première fois? J'avais 3 ans. 3 ans? Oui. Ah. Et vous vous en rappelez ou on vous l'a dit? Alors je m'en rappelle par rapport aux photos, parce que je le vois sur mon visage. Et effectivement, après, je pense que maman a toujours été là pour me remémorer un peu les souvenirs. Mais parce que sur toutes les photos de famille, vous avez un... Ouais. Et ça se mettait juste au-dessus des lèvres et j'avais une belle croûte. Et comment ça se passait? Il se déplaçait, il faisait un peu le wear, à c'est cette toujours au même époque-là, pas endroit? du tout. Non, il était toujours au même endroit. C'est toujours. pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une petite cicatrice. Ouais. Ouais. Bon, on ne voit pas, on a le masque, hein, remarquez. En Non. même temps, c'est pratique, hein, le masque. Hein. Voilà, hein, ça sert à beaucoup de choses, hein, le masque. Alors, racontez-nous un peu comment ça se passait, comment ça se manifestait. Il se déclenchait à chaque fois que mes parents m'emmenaient au ski, ce qui était particulièrement bizarre. Avec le froid, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, maman me le soignait avec une crème. À l'époque, je ne sais pas du tout quelle était cette crème-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soins. Et après, j'ai eu des piqûres. Des piqûres de quoi, je ne sais pas, qui a soulagé pendant un moment donné cet herpès. Et c'était le froid ou c'était plutôt le soleil? À l'époque, c'était le froid. C'était le froid. Ouais. Et bien plus tard, c'était le soleil. D'accord. Oui, parce que je ne l'ai plus du tout eu quand les périodes étaient froides et je le déclarais quand il faisait très chaud. Et alors, comment c'était? C'était un gros machin? Alors, après, au-dessus de la lèvre, ça, il est parti, je pense que j'ai dû l'avoir jusqu'à 8-10 ans. Et après, ça s'est déclenché sur ma lèvre comme un bouton de fièvre. D'accord. Il s'est stoppé complètement sur le haut de la lèvre. Je ne l'ai plus du tout eu à ce niveau-là. Il est descendu et j'avais des fois des chapelets toujours au même endroit. D'accord, des chapelets. Donc là, ce n'était pas un bouton, mais c'était plusieurs. Des petits boutons comme ça. Et ça doit être gênant, ça vous a pourri votre adolescence, non? Plus ou moins, oui, ça c'est sûr. Parce qu'on avait toujours un petit peu de crème bien blanche sur le haut de la lèvre. C'était pas terrible, quoi. Ah, ouais. Et puis c'est vrai que c'était pas beau parce qu'on avait. Moi, j'étais toujours en train de le gratter, d'enlever la croûte, ça ressaignait. C'était pas top, quoi. Ouais. Alors, on s'y habitue à cet herpès. On sait qu'il va arriver, non? Oui. C'est quoi les symptômes? À un moment donné, oui, bien sûr, tout à fait. Ça picote et je le sens gratter au niveau de ma lèvre, toujours au même endroit, un emplacement toujours identique. Donc là, vous savez que... Je prenais à l'époque, voilà, je préférais prendre ce qu'il fallait avant. J'ai été soignée pas mal de temps sous un traitement isoprinosine. Alors ça, il faut demander à Marie parce que je ne sais pas du tout. On va voir après les traitements. Ouais. Là, on parle de la vie, ouais, en fait, ouais. avec l'herpès. Et les crises, alors c'était tous les combien, les poussées d'herpès? Ah, moi, j'en avais facilement 2 fois par an. Oui. Ouais. Changement de temps, changement on va dire, de saison, voilà, c'est ça. Après, les moments de fatigue, les contrariétés. Le stress aussi, stress, ouais, anxiété, contrariété, ouais. à chaque fois vous y aviez droit. Ouais. Ouais. C'était ça, en fait, les facteurs déclenchants. Et alors, comment... Ça, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Ouais. Mais bon, d'un autre côté, une fois qu'on l'a compris, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose, si? Qu'est-ce que vous faisiez? Non, pas grand-chose, c'est vrai. Oui. Non. Peut-être être moins fatigué, mais l'anxiété, mais après, je sais stress... pourquoi il se déclenchait, quoi. Ouais. C'était surtout ça. Voilà, c'est ça. Pourquoi il vous étiez prévenu, mais malgré tout... il était déjà là, ouais. Voilà. Combien de temps ça dure une poussée d'herpès? Entre le moment où ça commence à picoter et le moment où vous êtes complètement débarrassé? C'est invariable, ces dizaines de jours, c'est réglé comme une horloge, c'est comme ça? Tout dépend comment il est soigné. C'est quoi les contraintes qu'implique l'herpès au quotidien aujourd'hui? On ne peut pas embrasser les gens, enfin, aujourd'hui c'est pareil, mais on ne peut pas embrasser les gens, et puis bon, c'est vrai que c'est pas très joli, quoi, surtout pour une femme. Après, on vit avec, donc automatiquement, on ne peut pas le camoufler avec du maquillage, ça c'est impossible. Donc
pas... Il n'y en a pas trop, quoi. Pas de bisous, pas de maquillage. Alors, pas de maquillage, il ne faut rien mettre sur l'herpès. Non, mais ce que veut dire Karine, c'est que de toute façon, même si on met un peu d'anticerne, quelque chose qui couvre, ça ne suffit pas quand il y a un bouton quand il y a un bouton d'herpès, alors qu'on peut appeler aussi un bouton de fièvre, ça fait une croûte, c'est en relief, donc même si on met quelque chose d'un peu coloré par-dessus, ça va se voir de toute façon. Oui, on appelle ça un bouton de fièvre pudiquement pour ne pas dire qu'on a de l'herpès. Mais le bouton de fièvre et herpès, c'est la même chose. C'est la même chose, oui, c'est la même chose. Alors le bouton de fièvre, effectivement, comme disait Karine, souvent c'est sur la partie muqueuse de la lèvre, sur la lèvre rouge. Mais le bouton d'herpès, il peut être aussi sur le versant cutané, c'est-à-dire au-dessus de la lèvre, comme pour Karine au début dans l'enfance, ou ailleurs, sur la joue, ou n'importe où sur la peau. Alors pourquoi on a un petit peu de mal à dire qu'on a de l'herpès, alors que finalement ça concerne un Français sur 6, quasiment, l'herpès. Alors, quand on dit 12 millions, on est 65. Oui, c'est très vrai. Sur 6. Voilà. Ça a une connotation un peu péjorative. Alors peut-être parce qu'il existe aussi l'herpès génital, c'est pour ça qu'on n'aime pas. On n'aime pas prononcer un peu, c'est ça. Alors quand on dit herpès, les gens vont penser herpès génital. Quand on dit bouton de fièvre, on voit bien que c'est sur la bouche. Alors peut-être que le mot herpès est plus rattaché à quelque chose de sexuellement transmis, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça a une connotation assez péjorative. On préfère dire j'ai un bouton de fièvre. Et on préfère dire bouton de fièvre. Mais ça ne devrait pas être péjoratif parce que finalement, il y a tellement de monde, tellement de personnes dans la population qui sont concernées par ce virus qu'il n'y a rien de honteux en réalité. Alors par contre, vous, il y a un traitement qui a changé votre vie depuis 7 à 8 ans, c'est ça? Oui, vous prenez. Ça. Alors qu'est-ce que vous prenez? Prenez c'est quoi? C'est des piqûres, des crèmes, des cachets, des pommades, des suppositoires? Dites-nous tout. Non, c'est un cachet, savoir. Tout simplement. Un cachet. Et je fais de la prévention aujourd'hui grâce à Dr Marie-Estelle Roux. Voilà. Mais c'est un cachet que vous prenez tous les jours au long cours, c'est ça? J'en prends pendant une période de 6 mois. Voilà. D'accord. Donc 6 mois, vous prenez les cachets et après, pendant 6 mois, voilà, c'est ça. Et là, vous n'avez plus de crise du tout? Ah non, plus. Même pas une petite fois de temps en temps? Non. Plus du tout. Et dès que je repars au soleil, choses comme ça, où je me sens un peu plus fatiguée, je vais en prendre davantage pendant peut-être une semaine à 10 jours. Et voilà, non, je n'en ai plus du tout. Alors dites-moi, un traitement au long cours comme ça, à vie, si j'ai bien compris, c'est pas embêtant à la fin pour le foie, pour... Alors, en termes de traitement préventif, on a à notre disposition des comprimés, un médicament antiviral, antiherpétique, qu'on peut prendre au moment des crises et qu'on peut prendre aussi, on le prescrit chez les personnes qui ont une poussée tous les 2 mois ou plus, enfin qui ont vraiment des poussées récurrentes ou qui sont très gênées socialement par leur bouton de fièvre. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut les prescrire. Donc les gens qui ont des poussées récurrentes comme ça, on peut les mettre sous traitement préventif pendant 3 mois, voire 6 mois, voire 12 mois. Ça leur permet de retrouver une période de tranquillité. Et puis après, les patients se connaissent et ils vont pouvoir le prendre, par exemple, quand ils vont au ski, quand ils vont à la mer, qu'il y a du soleil, quand ils savent qu'ils vont être dans une période de surmenage ou quand ils sont stressés. Voilà. Après, la prise peut être adaptée aux périodes à risque de développer la lésion. D'accord. Oui, on le prend au préventif. C'est-à-dire que les patients herpétiques se connaissent leur corps, connaissent les facteurs déclenchants, soleil, stress, anxiété, fatigue, et quand ils savent qu'ils vont aborder une de ces périodes-là, ils peuvent prendre leur traitement en préventif. C'est ce que vous nous dites. Alors, on va en parler un petit peu plus en détail de ce virus. Alors, ce virus, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un virus qui est un virus à transmission interhumaine. Donc, on le transmet d'une personne à l'autre. Il se transmet par contact direct de peau à peau, ou peau à muqueuse, muqueuse à muqueuse. Voilà. Ça donne des lésions sur la peau qui sont des lésions sur l'épiderme, donc très superficielles, des petites, ce qu'on appelle des vésicules, c'est-à-dire comme des toutes petites bulles qui peuvent se percer et qui donnent à ce moment-là une petite ulcération qui est souvent très douloureuse. Ce virus, il rentre donc par la peau et puis il va migrer le long du nerf sensitif. Il va migrer jusqu'à un ganglion qui se trouve près de la moelle. Et là, il va y rester toute la vie. Parce qu'aujourd'hui, quand on a attrapé le virus, on le garde toute sa vie. Et on ne sait pas
ça glisse. On n'a pas de médicaments qui peuvent toute sa vie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va vieillir, on ne peut pas dire on aura moins de crises ou ça va s'espacer. C'est toute sa vie. Alors, toute sa vie, il est dans l'organisme. Il est dans ce ganglion qui est localisé près de la moelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il va ressortir et qu'il va se manifester toute la vie. Effectivement, au fil des années, il a tendance à moins se manifester quand même. D'année en année, il reste dans ce ganglion, il en ressort moins. Alors, au moment des récurrences, quand le virus ressort, il va migrer le long des nerfs par lesquels il est allé se loger dans le ganglion. Et donc, il va toujours revenir sur le même territoire cutané que là où il s'est manifesté la première fois. C'est pour ça quand on en a... Il revient toujours sur le même territoire. Ça veut dire que quand on a de l'herpès labial, ça ne veut pas forcément dire qu'on aura de l'herpès génital et de l'herpès oculaire. Par exemple, vous avez que de l'herpès labial. Voilà, ça revient toujours. Pour Karine, c'était au-dessus de la lèvre et ça revient toujours dans le même territoire. Donc après, il a un petit peu bougé, il est descendu directement sur la lèvre, mais il n'est pas parti sur une autre zone de l'organisme. Alors, d'autres zones de l'organisme, justement, il y en a. L'herpès, il peut être aussi génital, il peut être aussi oculaire. On va regarder une première interview qui concerne l'herpès génital. Un herpès génital, c'est une infection sexuellement transmissible dont les lésions vont se situer au niveau de la verge ou des testicules chez l'homme et de la vulve le plus souvent chez la femme. L'herpès génital est l'herpès virus simplex type 2. L'herpès au niveau de la bouche ou des yeux, c'est l'herpès type 1. Mais dans 30% des cas, lorsqu'il y a une liaison d'herpès au niveau génital, ça peut aussi être de l'herpès de type 1. L'herpès génital se transmet pratiquement toujours par les relations sexuelles, c'est bien une infection sexuellement transmissible. Mais il n'est pas impossible non plus que des mains qui auraient touché un herpès buccal viennent contaminer au niveau génital. C'est pour ça que certains herpès génitaux sont de type 1. Les hommes sont aussi touchés que les femmes. Il n'y a pas de différence. Alors, les symptômes, la toute première fois, ça passe parfois inaperçu, ou alors ça peut donner des éruptions au niveau du sexe très importantes avec des signes généraux. Mais le plus souvent, c'est une papule, c'est-à-dire un petit bouton rouge, chaud, un peu douloureux, qui va vite se transformer en une cloque, autrement dit une vésicule, qui va éclater, s'ouvrir, et à ce moment-là, ça va laisser la peau à vif. C'est ce qu'on appelle donc une ulcération. Et ça va être très douloureux. Malheureusement, cette lésion-là, une fois qu'on l'a eue, eh bien, le virus se mettant, on va dire, en veille dans un ganglion, à chaque fois qu'on aura du stress ou de la fatigue, eh bien, ce bouton-là va réapparaître régulièrement. Il guérit habituellement tout seul en 7 à 10 jours, mais si besoin, il y a un traitement, bien sûr. Alors, malheureusement, on ne peut pas l'éliminer définitivement. Il restera toujours tapi dans un ganglion. Et si on a des bonnes défenses immunitaires, on fera moins de récurrences. Le traitement fait appel à des médicaments antiviraux, c'est l'aciclovir ou le valacyclovir, qu'on prendra pendant 5 jours pour les récurrences. Pour la primo-infection, on en donne pendant 10 jours. On peut rajouter des soins locaux, bien sûr, d'hygiène et une crème à base du même produit antiviral. Alors, les rapports sexuels, quand il y a une lésion, une vésicule ou une ulcération, c'est impérativement avec un préservatif, puisque c'est là qu'on va être le plus contagieux. Maintenant, si on a un ou une partenaire qui n'a jamais eu d'herpès, il est vrai qu'on peut être parfois porteur de l'herpès, même au niveau du col ou du vagin, chez la femme, sans qu'il y ait forcément de manifestation. Donc, si on veut être absolument sûr de ne pas transmettre à son partenaire, ce serait préservatif à chaque fois. Mais entre des grandes périodes de récurrence où il n'y a rien du tout, c'est vrai que le virus ne reste pas en permanence dans les sécrétions vaginales, par exemple. Donc, pour faire un bébé, par exemple, on se passera évidemment de préservatif.
Alors, pendant la grossesse, on pourra traiter avec les antiviraux, on sait qu'on peut le faire en toute sécurité. La question se repose au moment de l'accouchement. S'il y a une poussée d'herpès visible au moment de l'accouchement, c'est vraiment la circonstance où on fera une césarienne prophylactique. Il ne faut pas que le bébé soit en contact avec de l'herpès parce que ça peut donner des lésions importantes. Le plus souvent aujourd'hui, on privilégie un accouchement par voie basse. On fait un prélèvement avant, on regarde bien sûr s'il n'y a pas de vésicule en cours d'évolution. On fait donc un prélèvement, on accouche par voie basse et si besoin, dans certaines circonstances, on va donner un traitement à la maman et au bébé. Docteur Marie-Estelle Roux, on a vu donc cette interview sur l'herpès génital. Qu'est-ce qui se passe quand on a un herpès labial et qu'on a des rapports avec son ou sa partenaire? Est-ce que l'herpès labial, dans le cadre d'un cunnilingus par exemple, peut contaminer la personne et déboucher sur un herpès génital? Oui, oui, dans les relations orogénitales, effectivement, il peut y avoir une transmission de la sphère orale à la sphère génitale, dans un sens comme dans l'autre, oui, tout à fait. Oui, donc il faut faire très très attention, oui, clair. Tout à fait. Il faut être rigoureux là-dessus. Le docteur parlait aussi des défenses immunitaires. Elle disait que plus on a des défenses immunitaires efficaces, donc en clair, on parlait des périodes de fatigue et d'anxiété tout à l'heure, donc plus on a des défenses immunitaires efficaces et moins on a de crises. Alors qu'est-ce qu'on fait pour booster ces défenses immunitaires? Oui, les défenses immunitaires, chez tout un chacun, elles sont très fluctuantes, effectivement. Elles baissent un petit peu quand on est fatigué ou stressé ou déprimé. Elles baissent un petit peu avec le soleil. Après, pour booster ces défenses immunitaires, il faut avoir une vie saine, équilibrée, bien dormir, manger des fruits, des légumes pour avoir des vitamines. Voilà, c'est la vie saine. Une vie saine, en sorte. Alors, moins connu, l'herpès labial, c'est vraiment, tout le monde le connaît. L'herpès génital, tout le monde a entendu parler. L'herpès oculaire. Et là, on est allé interroger un ophtalmologiste pour qu'il nous parle de l'herpès oculaire, qui, dans certains cas, peut être très, très grave. On voit le reportage tout de suite. Alors, en fait, nous, les ophtalmologistes, parlons plutôt de kératite herpétique. C'est-à-dire que l'herpès au niveau de l'œil s'attaque essentiellement à la cornée qui est le hublot transparent qui est ici au devant de l'œil. Alors tout à fait, c'est le virus HSV1 la plupart du temps, beaucoup plus rarement le virus HSV2 qui est le virus gynécologique. Mais les deux peuvent se retrouver au niveau de l'œil en sachant que le plus fréquent, c'est le HSV1 et que la plupart du temps, les patients qui ont une atteinte oculaire ont eu préalablement des poussées d'herpès labial. Alors, l'herpès oculaire, comme l'herpès labial, comme l'herpès gynécologique, se transmet par contact direct. C'est-à-dire que ça n'est pas par voie aéroportée comme un virus célèbre que vous connaissez actuellement. Il faut qu'il y ait un contact direct. Et la plupart du temps, en fait, il s'agit d'une récurrence concernant l'herpès oculaire. C'est-à-dire que le patient a été préalablement atteint comme dans l'herpès labial. Et le plus souvent, c'est transmission d'abord avec une primo-infection, comme pour l'herpès labial. Mais il peut y avoir aussi un contact si on se frotte les yeux. Quand on a une atteinte oculaire et qu'on va toucher, par exemple, les yeux de quelqu'un d'autre, on peut le transmettre directement. Mais c'est quand même beaucoup plus rare. Alors, c'est une très bonne question parce que, effectivement, c'est ce qui permet aussi de différencier une simple conjonctivite d'une véritable kératite. La cornée est 20 fois plus innervée qu'une dent. Donc, vous comprenez que quand il y a un ulcère, puisque l'atteinte oculaire, la base, c'est ce qu'on appelle un ulcère cornéen, ça peut être très douloureux. Si l'ulcère est minime, la douleur peut être minime, mais en général, c'est douloureux. L'œil est rouge, mais en plus, il est douloureux. Donc, dans les deux cas, la conjonctive va être rouge. Donc, il y aura cette inflammation de la conjonctive. Une conjonctivite, ça n'est rien d'autre qu'une inflammation de la conjonctive. Mais comme là, on a une kératite, il va donc y avoir la douleur associée. Et puis, en fonction de l'endroit où se trouve l'ulcère cornéen, et vous comprenez bien que si l'ulcère cornéen se trouve ici au centre
au niveau de l'axe visuel, mais il va y avoir une grosse baisse d'acuité visuelle. S'il est sur les côtés, il peut y avoir une simple gêne visuelle sans véritable baisse de la vision. Donc ça va associer inflammation, donc rougeur de l'œil, douleur et baisse de l'acuité visuelle. Pour nous, ophtalmologistes, ces 3 symptômes, c'est un petit peu ce qu'on appelle une urgence. Ça fait partie des urgences ophtalmologiques et le patient doit être vu dans les heures ou en tout cas vraiment dans les jours qui suivent. Alors, comment on gère les crises? Déjà, en examinant le patient et en faisant, on verra un petit peu tout à l'heure, il y a certaines formes qui sont des formes graves. Donc déjà, de savoir, en fonction de la localisation, en fonction de la profondeur de l'atteinte, savoir si on a affaire à une forme légère ou une forme plus grave, en traitant le patient et surtout en lui donnant les conseils qu'on commence à bien connaître aujourd'hui pour éviter qu'il ne contamine quelqu'un d'autre. Donc les fameux gestes barrières, qui là ne sont évidemment pas le fait de porter un masque, mais d'éviter les contacts directs avec quelqu'un d'autre pendant toute la période de l'infection. Alors, les formes graves, elles sont, on va dire, de 2 ordres, soit en fonction de l'étendue géographique, on va dire, de l'atteinte. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que s'il y a juste une toute petite partie de la cornée qui est atteinte, ce fameux ulcère qui est caractéristique pour nous, qu'on appelle dendritique, qui ressemble un petit peu à une sorte d'arborescence assez fine, et que c'est relativement périphérie, ça sera une forme légère. Si on a un ulcère qui est cette fois-ci beaucoup plus étendu géographiquement, ça peut être une atteinte plus grave, et surtout où ça va devenir les atteintes vraiment plus graves qui nécessitent des traitements spécialisés, c'est lorsque l'atteinte est en profondeur, atteint les couches profondes de la cornée, voire une inflammation profonde aussi, c'est-à-dire que là on ne parlera plus de kératite herpétique, mais d'uvéite, c'est-à-dire une atteinte du corps ciliaire, une inflammation profonde. Et là, évidemment, le pronostic est différent. Et le traitement est différent aussi. Alors, le traitement spécifique ophtalmologique, c'est l'utilisation de molécules comme la cyclovir, mais en pommade ophtalmologique et non pas en crème, comme c'est utilisé en dermato. D'autres traitements peuvent être donnés aussi, des traitements antibiotiques, voire des traitements généraux dans les formes graves. Et bien évidemment, devant tout œil rouge, douloureux, surtout avec baisse d'acuité visuelle, il faut impérativement une consultation ophtalmologiste et bien évidemment, il saura vous donner le traitement adéquat. Comme pour tous les herpès, non. Hein, mais malheureusement, vous savez, on parle beaucoup de vaccins pour les virus actuellement. Il n'y a pas de vaccin pour l'herpès oculaire comme pour tous les autres herpès. Et donc, les seuls traitements qu'on a actuellement, ce sont des traitements antiviraux. Par contre, on a des traitements antiviraux qui fonctionnent bien dans l'herpès, comme pour les autres herpès, avec des formes évidemment particulières pour l'œil, qui ont été développées pour l'œil. Alors, le docteur Thierry Bury parlait de la cyclovir et de pommade, et il précisait bien que cette pommade qu'on retrouve en version dermato, c'est pas la même qu'on se met dans l'œil, hein, même si c'est la même molécule. Oui, hein. On est bien d'accord. Hein. Oui, c'est vrai que sur la peau, on va mettre une crème, et c'est vrai que pour l'œil, ils utilisent une pommade ophtalmique qui est vraiment spécifique. Oui. Donc il ne faut pas, quand on a une crise d'herpès oculaire, en plus se mettre de la cyclovir dans l'œil. Ça n'a rien arrangé du tout. Alors, est-ce que dans certains cas, ça peut être grave? On a vu que c'était dérangeant, l'herpès, mais est-ce que ça peut être grave parfois? Alors oui, donc il y a effectivement un impact psychologique qui est important, mais il y a des formes de gravité. Donc chez les personnes immunodéprimées, on en a parlé, on parlait de l'immunité, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une immunité pour se défendre. Donc chez les personnes immunodéprimées, chez les personnes qui ont de l'eczéma, s'il y a un herpès qui se surajoute à un eczéma, l'herpès peut vraiment s'étaler sur toute la zone concernée par l'eczéma et ça peut donner des formes très graves. Donc ça c'est très... il faut faire très attention aux personnes qui souffrent d'eczéma, de ne pas les contaminer avec l'herpès. Il peut y avoir des formes graves. Alors chez les nouveau-nés, donc là ma consoeur gynécologue en a parlé. Donc l'herpès néonatal, qui serait quand le bébé est contaminé au moment de l'accouchement, il peut y avoir des formes graves. C'est très rare. Mais ce sont les formes graves. Et puis
Je vais vous aider. On arrive au terme de l'émission. On va donner quelques conseils. Voilà. La grossesse, mais on en a parlé tout à l'heure. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Quelques conseils de base. On arrive, il ne nous reste plus qu'une minute d'émission. On n'arrache pas les croûtes? Alors non, on n'arrache pas les croûtes parce que sinon le risque cicatriciel augmente effectivement. Voilà. On ne se met pas de produits alcoolisés sur la Non, bouche, puis ça fait pas de mal. maquillage, pas de choses comme ça. Des crèmes à base de cortisone? Non, c'est déconseillé, ça favorise la réplication virale. Ouais. Voilà, donc on n'utilise pas tout ça. Un dernier mot? Bah écoutez, moi, tout va bien pour moi. Tout va bien pour vous? Eh bien, c'est parfait, que ça continue. Non, mais c'est intéressant de savoir que on ne se débarrasse pas du virus, mais que grâce à ce traitement que vous prenez, qui est un traitement à la fois préventif et curatif, parce qu'on peut l'utiliser en pleine crise. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, grâce à ce traitement, on peut vivre débarrassé des signes visibles, en tout cas, de l'herpès. Merci à toutes les deux d'être passées sur le plateau de Capital Santé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.